Bonjour et bienvenue dans le SAV des CSE. On est déjà au 10e épisode. Merci à tous ceux qui nous écoutent chaque semaine. Cette semaine, c'est un épisode un petit peu particulier pour moi puisque je connais très bien l'invité, Maxime. Maxime qui se trouve être l'un de mes formateurs, mais surtout mon frère. On va pouvoir apprendre à te connaître un peu plus. Maxime, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, merci beaucoup. Toi aussi, ça va? Ça va, je suis content de te recevoir et puis ça va permettre aussi de comprendre un petit peu l'univers de Dice Academy. Pourquoi est-ce que c'est aussi un petit peu une histoire de famille, mais pas que. Donc, bah, écoute, peut-être Max, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à travailler avec moi pour former les CSE en fait? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors du coup, au niveau de mon parcours, un petit peu atypique, j'ai commencé à travailler à 15 ans en alternance, donc dans une entreprise de plus de 500 salariés, une entreprise Céveso où on fabriquait des produits chimiques et notamment donc moi mes études ça portait sur, la chaudronnerie, donc je travaillais dans l'atelier de maintenance de chaudronnerie, donc directement, sur le terrain et c'est un petit peu là où j'ai, pu apprendre, ce que ça voulait dire conditions de travail. Ce que ça impliquait vraiment, comment est-ce qu'on pouvait aussi, faire attention, malgré mon jeune âge pour pas avoir, d'accident, pour pas, provoquer des risques, comme ceux-ci. Parce que forcément, quand tu as 15 ans et que tu es dans une grosse usine et que tu portes du lourd, tu soudes, tu fais des choses un peu dangereuses, c'est là où tu commences un petit peu à avoir les 1ers risques et ensuite j'ai continué avec, donc un BTS toujours en alternance également où là je suis monté dans le Nord dans une entreprise de joaillerie où là, je suis passé dans les bureaux et notamment, j'ai aidé mon patron à à gérer un peu toute la sécurité donc toujours dans la chaudronnerie. Je m'occupais des achats de pays, je l'aidais à mettre à jour les fiches de données sécurité, je l'aidais à pouvoir, s'occuper des en fait, on était MAS et donc à pouvoir, l'aider dans tous ces domaines-là et c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. À ce moment-là et j'aimais trop en plus, mon patron, mes collègues, on avait vraiment une bonne ambiance et j'aimais trop ça. Ensuite, j'ai continué avec une licence, toujours chez eux, licence achat où j'ai pu, continuer mes différentes missions. Ensuite, j'ai signé un CDI avec, cette même entreprise et c'était vraiment l'éclate, totale parce que, j'aimais mes collègues, j'aimais mon patron, j'aimais ce que je faisais, tout se passait bien jusqu'au jour, malheureusement, notre plus gros client s'est mis en redressement judiciaire. En fait, il nous devait 800 000 € et c'est là qu'en fait, on s'est dit que, s'il y avait eu un CSE, peut-être qu'on aurait pu éviter d'en arriver là pour, mettre en garde sur certains dangers, notamment, ils faisaient notre chiffre d'affaires à 70 et cetera et malheureusement, c'est ce qui a provoqué la chute de l'entreprise et c'est comme ça que, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie? Est-ce que je retrouve un patron? Est-ce que j'arriverai à retrouver les mêmes conditions que j'avais réussi à créer?» et c'est là que je me suis dit: «Non, c'est pas possible de retrouver, le même genre d'emploi». Alors, petit détail qui en est pas un, vous avez connu un PSE du coup quand vous êtes sorti de... Ah oui. Exactement, ouais, tout à fait. C'est vrai que quand j'étais, donc le dans la grosse usine, c'était encore les anciennes instances et moi à cet âge-là, c'était plus le CE qui m'intéressait, avoir des places de cinéma ou les places Astérix moins chères, heu et les autres instances, je les connaissais un peu moins. Par contre, là, effectivement, dans cette entreprise, au niveau du PSE, c'est là où j'ai connu les élections pour les représentants du personnel, chose qu'il n'y avait pas, malheureusement. Et en fait, les élections ont eu lieu exprès pour pouvoir, gérer ce PSE, pour qu'un des délégués puisse, accompagner mon patron, chaque semaine, au tribunal et cetera. Avec ces 6 mois à chaque fois de redressement judiciaire qui se sont enchaînés jusqu'au jour où on a dû, faire la liquidation. Mmh. C'est dommage, hein, parce que c'est souvent la dépendance, à un gros client qui peut mettre, à mal une entreprise, puis plutôt une chouette entreprise. Plus tu partageais un prénom aussi avec ton patron, ce qui fait que vous aviez, des Mmh. liens encore plus forts. Oui. Et du coup, donc, tu quittes, le confort du salariat et tu as le choix entre, une infinité de métiers. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir, la formation CSE et à travailler avec les CSE? Alors, moi justement, je voulais, partir un peu dans, la transmission, d'informations et notamment pour éviter à d'autres de tomber dans les mêmes pièges que, mon patron et de pouvoir aussi aider les entreprises à pouvoir, avoir à cœur la prévention.
et c'est pour ça qu'au début, je m'étais lancé dans la formation de formateur PRAP, IBC, prévention des risques, et de pouvoir, justement, être des acteurs de prévention, de pas seulement attendre, de qu'il y ait des accidents ou qu'il y ait des problèmes pour pouvoir corriger ou revenir en arrière et pour pouvoir faire ça le plus en amont possible, et du coup, ouais, c'est pour ça que je me suis lancé dans une formation de formateur, PRAP pour, heu, pour partager vraiment ces valeurs que j'aimais. Mais au final, si je me trompe pas, tu as jamais fait de frappe? Et finalement, j'ai jamais fait de PRAP, exactement. Du coup, après avec des échanges avec toi, on s'est rendu compte que, bah, les valeurs que partageait la prévention PRAP, c'est des choses qu'on apprend aussi en SSCT. Et en beaucoup plus poussé et d'aider, justement les élus à pouvoir, à faire de la prévention utile, pas de la prévention tertiaire, de pouvoir faire ça le plus en amont possible, de pouvoir, bah, réfléchir comment éviter les choses, et malheureusement, ce qu'on se rend compte, c'est que dans beaucoup d'entreprises, bah, on fait un peu de la prévention au goutte à goutte, en réparation. On se dit: «Bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que cet accident n'arrive à nouveau?» Et du coup, on fait des choses, mais juste par obligation mais on n'anticipe pas malheureusement, et c'est ça qui est dommage, je trouve. Bah, c'est important de faire ces choses. Le problème, c'est de ne les faire que quand c'est trop tard. L'idéal, c'est de le faire avant et quand ça arrive aussi après. Mais forcément, si on met un pansement sur une plaie ouverte, c'est ça va prendre du temps à guérir, quoi. Exactement, ouais. Donc là, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble et que tu es formateur auprès des CSE. Est-ce que tu as remarqué des questions, des interrogations que les clients te posent quand tu es en formation? Ah ouais, bien sûr. Alors peut-être pas une question, précise qui revient Mhm. à chaque fois, mais en tout cas, il y a une idée de question qui revient souvent, c'est, «Eh Maxime, est-ce qu'on a le droit de?» Et après, différentes questions. En fait, on se rend compte que les élus, ils veulent vraiment bien faire et ils ont peur de mal faire, de pouvoir dépasser un petit peu leurs limites, leur champ d'action, et ouais, c'est souvent cette question qui revient: «Est-ce qu'on a le droit de faire ci? Est-ce qu'on a le droit de faire ça?» Et dans une thématique un peu particulière, souvent, c'est aussi par rapport au délit d'entrave qui revient parce que, bah, les élus, ils ont ce mot à l'esprit, sans vraiment savoir ce que ça veut dire, ce qu'ils peuvent faire, et justement, bah, ils savent que le mot existe sans savoir vraiment à quoi ça correspond et à quel moment est-ce qu'ils peuvent vraiment le mettre en place, parce que forcément, c'est quand même délicat. Alors, parmi nos auditeurs, on a des élus du CSE ou peut-être des personnes qui nous écoutent et qui découvrent l'expression délit d'entrave. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que c'est pas et enfin voilà, les enjeux autour de cette notion? Ouais, bien sûr. Alors, bah, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en tant qu'élu du CSE, bah, on va pas avoir recours au délit d'entrave comme ça pour tout et n'importe quoi. Limite, c'est ce qu'on va utiliser à la fin. Parce que nous, notre but, c'est de faire du dialogue social, d'échanger avec, notre direction, que tout se passe bien. Mais parfois, bah, on peut faire face à des directeurs, donc voilà, des présidents de CSE qui abusent un peu de leur pouvoir. Ils ne remarquent pas non plus le CSE, comme ils devraient. Peut-être qu'ils voient ça comme, des personnes qui vont leur mettre des bâtons dans les roues, ce qui doit pas vraiment être, le cas, et du coup, ils vont entraver le bon fonctionnement du CSE. Donc ça peut être par exemple, en n pas les laissant utiliser leurs, heures de délégation, ne pas les laisser, faire leur visite d'inspection, de pouvoir entraver vraiment tout ce fonctionnement, pas lui donner le droit d'affichage, le local et cetera. Voilà, ça c'est les exemples les plus courants, et voilà. Donc ça, c'est ce qui s'appelle un délit d'entrave, c'est, empêcher le bon fonctionnement du CSE. Ça peut être aussi aux élections, hein, des fois, de pouvoir perturber les élections, traficoter un petit peu les votes, ou même, ne pas vouloir que les élections aient lieu. Alors, on va mettre à part le délit d'entrave qui empêche quelqu'un de se présenter ou de mettre en place un CSE, qui est la partie la plus grave. Et quand ça arrive, bah, il faut peut-être aller au tribunal pour gérer les situations. Mais heureusement, ça n'arrive pas si souvent que ça. Par contre, dans les autres situations, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour, se débarrasser un petit peu du problème sans avoir besoin de alors même si c'est peut-être du délit d'entrave, sans avoir besoin de le qualifier ou en tout cas d'aller en justice ou d'attaquer son employeur sur cette thématique-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes? Bon, en termes de dialogue social, faut échanger de toute façon, montrer à la direction que les élus sont là pour les aider. Parce qu'en fait, la responsabilité, heu, de l'entreprise, notamment en termes de prévention, elle est sur les épaules de l'employeur, et les élus sont là pour l'aider à pouvoir assumer cette responsabilité avec justement leur vision des choses, peut-être leur vision terrain, et donc déjà, montrer qu'ils sont là pour l'aider, c'est quelque chose de super important pour pouvoir justement, travailler. Et ensuite,
Bon, si vraiment c'est compliqué le dialogue parce que parfois, bah, on a des cas où c'est assez tendu comme dialogue, bah, il existe des d'autres solutions avant d'arriver aux justices, par exemple des médiateurs, tu sais, neutres, impartials qui vont venir pour pouvoir, bah, aider un petit peu à solutionner le problème. Donc ça, c'est quelque chose qui existe et sinon, bah, tout simplement de l'aide une lettre de motion. Écrire au directeur, lui expliquer, bah, ce qui se passe actuellement, la problématique, ce que les élus souhaitent et ce qu'il faudrait faire pour pouvoir, rétablir les choses. Puis voilà, tout ça, ça peut permettre un petit peu à faire avancer les choses, expliquer, bah, les rôles de chacun et pourquoi c'est important aussi de pas entraver le CSE. Exactement. Avant parfois d'avoir, des choses assez formelles engagées, la communication, c'est indispensable et nous, dans nos accompagnements, le SAV des CSE, c'est aussi un accompagnement qu'on amène aux élus après les formations. On fait beaucoup de coaching peut-être sur la posture des élus. Parce que parfois, bah, en fait, on est 2. C'est-à-dire que nous, on envoie peut-être un message qui est pas bon et la personne en face reçoit un message qui est pas bon et du coup, elle se braque et elle nous renvoie un message qui est pas bon et derrière, bah, forcément, on se retrouve dans une situation d'affrontement. Parfois, on peut désamorcer ces situations simplement en travaillant sur notre posture, en préparant bien ses réunions, en préparant bien ses dossiers, en posant des bonnes questions, en cherchant des solutions aux problèmes et pas juste en amenant les problèmes. Enfin, il y a plein de petites choses très concrètes qu'on amène dans cet accompagnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire ou alors sur notre Discord, on se fera un plaisir d'y répondre. Euh, j'ai une question que j'aime bien poser à mes invités. Alors, je sais que tu as un enfant, mais il est peut-être un petit peu jeune encore pour être concerné par cette question, mais dans les mois, années qui viennent, il va commencer à s'exprimer de plus en plus. Et comment tu vas lui expliquer c'est quoi ton travail? Comment est-ce qu'on explique le travail de formateur CSE, le travail d'un CSE aux personnes qui ne connaissent peut-être pas du tout le monde de l'entreprise et le monde du CSE? Comment tu t'y prends toi pour expliquer ça? Alors ouais, tout simplement pour expliquer, bon, c'est vrai que Silas, il est un peu petit là, à 2 ans, heu, il comprend pas trop encore, mais tout simplement en expliquant que, j'aide, les personnes à pouvoir, améliorer les conditions de travail dans leur entreprise et de pouvoir notamment, éviter qu'il y ait des accidents. Voilà, ça c'est un petit peu l'explication basique, à un enfant qu'on pourrait expliquer pour qu'il comprenne clairement. Mmh. Et à un adulte, genre, notre grand-mère, qui, ne travaille pas dans le monde du CSE, qui ne travaille plus parce qu'elle est à la retraite de toute façon, mais comment tu lui expliquerais, comme ça je saurai dimanche quand je mangerai avec elle, quoi lui dire? Ah, c'est marrant, moi aussi je mange avec elle dimanche, on pourra lui expliquer à 2 si tu veux. Donc effectivement, on pourrait lui expliquer que, bah, dans les entreprises, le directeur, il a plein de choses à mettre en place et bah, moi, j'aide les représentants du personnel à pouvoir, bah, faire le lien entre la direction et les salariés, de pouvoir, faciliter, l'échange et de pouvoir justement, bah, représenter, comme le nom l'indique, bah, les salariés, leurs besoins, leurs envies sur différentes thématiques. Alors bien sûr, moi, quelque chose que j'ai à cœur, c'est la prévention, mais il y a aussi toute la partie œuvre sociale qu'il faut pas oublier, toute la partie, DPO aussi et et voilà. Eh bien, c'est rigolo parce qu'en plus, quand tu as dit ça, je me suis rappelé que non seulement, il y aura notre grand-mère dimanche à table, mais on aura aussi un élu du CSE autour de la table. Alors je ne sais pas s'il est toujours, mais on a un de nos cousins, qui est élu du CSE dans son entreprise. Donc peut-être qu'on parlera boulot à table, ce qui permettra d'expliquer à mamie, bah, qu'en fait, on travaille, que notre travail, ça consiste à former les gens qui font le travail de notre. Bref, c'est très marrant parce que j'avais pas du tout imaginé ça, mais en fait, tout s'est connecté. Pourquoi tu penses que c'est important d'avoir un CSE dans les entreprises aujourd'hui? Tu as parlé un petit peu de l'impact que ça avait eu, dans le PSE dans ton entreprise. Il y a des patrons qui pensent que le CSE, c'est juste des gens qui sont là pour nous embêter, pour casser les pieds de la direction. Je sais que forcément, nous, on n'est pas d'accord sur ça, mais comment est-ce qu'on peut leur montrer que le CSE, c'est utile à ces personnes qui en doutent, justement? Tout à fait. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que plus on est de personnes, plus on aura de pensées et de façons de voir les choses différemment et plus forcément, il y aura d'idées qui vont pouvoir ressortir et l'idée du CSE, c'est un petit peu ça, c'est de pouvoir aider et la direction et les salariés à pouvoir, bah, trouver un objectif commun parce qu'en fait, on a tous, l'envie quand on est salarié ou qu'on est patron que, bah, l'entreprise, tourne bien Mmh. et continue de prospérer
et forcément, bah, les élus sont là pour faire le lien et de pouvoir, aider la direction à se dire: «Bah, oui, c'est vrai, peut-être que vous, vous avez ce point de vue-là, mais il serait possible de faire ainsi ou ainsi», et en fait, comme nous, on vient du terrain également, on peut aussi, voir les choses différemment que quand on est, bah, derrière un ordinateur où c'est plus délicat de pouvoir avoir, bah, toute la vision des choses, complète. Ouais. Souvent, je parle des experts et des expertises. Alors, je suis pas toujours très d'accord avec les méthodologies des experts, mais c'est un autre business et on respecte aussi, les business parce que quand on en arrive là, parfois on n'a pas d'autre choix. Enfin bref, mais quelque chose que je trouve un peu dommage, c'est que très souvent quand on fait appel à une expertise, notre expert, il va venir, il va discuter avec les salariés, il va prendre les meilleures idées des salariés, il va en faire un PowerPoint, il va le présenter à la direction. 150 000 € globalement, c'est ce que ça va vous coûter pour ce genre de choses. Alors que le CSE, son travail, c'est aussi d'aller faire ces inspections et d'avoir des retours des salariés au quotidien, au moins une fois par trimestre, et d'avoir ces retours pratiques, de ces problèmes, de ces petites choses qui coincent, bah, ça va permettre d'anticiper et qu'on mette de l'huile dans l'engrenage avant que l'engrenage il se grippe et qu'il bouge plus du tout, quoi. Et je pense qu'il y a un gros enjeu financier aussi dans les entreprises à travailler sur, alors la qualité de vie au travail, c'est un sens qui perd un peu son sens aujourd'hui parce qu'on en parle et on en met à toutes les sauces, mais augmenter vraiment les conditions de travail des salariés parce que ça permet d'avoir une meilleure rétention de ces talents. Donc on a des salariés qui sont plus compétents, plus expérimentés, qui ont une connaissance des problèmes que l'entreprise résout et donc qui vont les gérer plus vite et donc plus de création de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Peut-être que ça va transformer le monde du travail, mais en tout cas, les entreprises qui vont tout automatiser, ils vont perdre une partie de leur savoir. Donc, ce qui est important, c'est de garder les humains et les compétences qui permettent de débloquer les situations pas classiques. Parce que c'est comme dans de l'analyse d'accident. Quand il y a un accident, il y a des événements prévus, mais il y a aussi des événements imprévus, inhabituels. Bah, si on a tout automatisé, tout ce qui va être habituel, standard, ça va fonctionner. Mais dès qu'on va avoir besoin d'un petit peu de réactivité, d'un petit peu d'humain, tout simplement, bah, c'est là où on sera bloqué. Je sais pas si c'est des choses que tu as remarquées aussi un petit peu. Ah bah, oui, bah, de toute façon, c'est le dans beaucoup d'entreprises, et beaucoup d'élus que je forme, c'est quelque chose qui ressort. Heu, Notamment, bon, il y a pas trop de plans de licenciement, mais par contre, les certaines personnes qui partent en retraite ne sont plus remplacées, ce genre de choses. Donc en fait, à chaque fois, le nombre de salariés diminue, donc c'est des inquiétudes qui peuvent aussi, être générées dans chaque entreprise à cause de justement chaque poste qui est remplacé par l'intelligence artificielle. Donc là, il y a aussi toute une réflexion à mener sur le reclassement, et il y a des choses que, bah, les robots ou les IA ne pourront jamais faire à la place de l'humain, Mmh. et donc, bah, le but des élus, c'est aussi à ce moment-là de réfléchir, d'anticiper ces problématiques-là, notamment dans la partie formation pour anticiper, certains plans de licenciement. Oui, je pense que le problème aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est qu'on l'utilise pour se griller le cerveau et pour pas réfléchir sur des choses. Alors que la valeur ajoutée, elle est justement sur cette réflexion. Enfin, en tout cas, dans le tertiaire, la majorité de la valeur ajoutée, c'est sur cette réflexion, cette analyse. Et je pense que la bonne utilisation de l'IA, c'est automatiser toutes les tâches répétitives à valeur intellectuelle, cognitive très faible, pour permettre à la personne qui faisait le travail de se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment je peux améliorer le process, comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes du client. Et si on a cette intelligence de fusionner la technologie et l'humain, ben, on va avoir une qualité de service qui va être, assez incroyable. Mmh. Pour, retourner sur la thématique, de nos élus du CSE, est-ce que tu vois parfois des transformations entre avant la formation et après la formation? Comment sont les élus? Bah, complètement. Heu, Même bien souvent, malheureusement, les CSE sont encore vus comme, les CE, tu sais, anciennement, comité d'entreprise. Et c'est quelque chose qui marche toujours bien. Il y a jamais aucun CSE où, on doit vraiment les aider à mettre des choses en place pour pouvoir, améliorer la partie œuvre sociale. Enfin, bien sûr, on a des conseils à apporter sur, les stratégies à faire sur la façon de mettre, des choses en place, mais par contre, bon, bien souvent, c'est quelque chose qui fonctionne, et la prévention, bah, ça, c'est quelque chose qui bloque un petit peu par manque de temps, mais surtout par manque de savoir, et bien souvent, en fait, les CE
avant formation deviennent CSE après formation parce que justement on les aide à pas seulement se concentrer sur cette partie, mais de pouvoir, réussir à mener à bien les autres missions qui sont aussi à côté. D'où l'importance aussi de bien faire les formations en début de mandat. Ce qui arrive parfois, c'est que, les élus sont formés à la fin pour un petit peu, rentrer dans les clous, réglementairement et malheureusement, ils ont pas les billes en main pour pouvoir, assumer les différentes missions qui leur incombent, ou en tout cas de la bonne façon, complètement avec, tous les outils, les clés qu'on peut leur donner. Je vais te donner 4 outils auxquels j'ai pensé pendant que tu parlais et est-ce que tu peux me dire, si tu penses qu'il y a un comment tu penses que les élus le prennent avant la formation et comment la formation a un impact? Premier outil, les heures de délégation. Alors les ordres de délégation, hem, comme je disais, ouais, au début, ils sont surtout utilisés pour faire, les PV parce que c'est obligatoire pour Donc le pouvoir faire, secrétaire qui prend des heures de délégation, le trésorier, sur la ouais, partie compta et à part ça, est-ce c'est qu'avant la formation, c'est utilisé? non, bien souvent, non. D'ailleurs, c'est ce qui ressort en formation. Ils u la c'est très rare qu'ils utilisent la totalité de leurs heures, à tel point que quand on leur explique qu'ils peuvent, justement mutualiser, enfin, avoir 1,5 fois le montant de leurs heures sur 12 mois glissants, ils ça les intéresse pas vraiment puisque de toute façon, ils les utilisent pas. Mmh. Et après la formation, on leur explique ce qu'ils sont censés faire et est-ce que Et bah, tu as là, en fait, pendant la vas-y. formation, quelque chose qui ressort, c'est: «Ah mais oui, mais comment je vais pouvoir faire ça? Ah bah oui, j'ai mes heures de délégation» et en fait, les différentes missions qu'on leur explique qui font partie de leur champ d'action. Eh bien, ça ils vont se dire: «Bah, oui, en fait, c'est vrai que j'ai ces heures de délégation, peut-être qu'un suppléant, je vais pouvoir lui en donner également pour qu'il puisse mener à bien, ce rôle, cette responsabilité» et forcément après ils s'organisent après la formation pour pouvoir, assumer toutes les missions qui leur incombent. Bon, en tout cas, essayez parce que dans tous les CSE, on a des élus à différentes vitesses et c'est OK, hein, c'est chacun décide ce qu'il peut faire. Bien évidemment, plus vous vous investirez, plus vous serez efficace dans votre mandat, mais mutualisez autant que possible ces ressources pour permettre peut-être à un suppléant qui a envie de faire les choses, de compenser un titulaire qui a pas le temps ou pas la motivation de faire des choses. Mmh, Les exactement. inspections, sécurité, deuxième mission de CS. Alors avant formation, c'est très peu connu. Ou alors c'est fait, mais surtout par obligation pour dire: «Bah, voilà, on va aller, se présenter, on va aller, expliquer» et souvent c'est au début de mandat pour dire: «Bah, voilà, on est les élus du CSE, n'hésitez pas à nous contacter». Je Mais peux c'est rajouter pas un utilisé truc avant? pleinement dans bien sûr, vas-y. Il y a un autre truc qui me rend fou, moi, c'est les inspections qui sont faites parce qu'il y a une C2SCT et en fait qui sont faits que enfin, que ça soit fait comme ça, c'est pas gênant. Ce qui me gêne, c'est qu'il y ait que ça qui soit fait. C'est en gros, avant chaque C2SCT, les CSSCT, les élus du C2SCT, donc c'est une sous-commission réservée sur la sécurité du CSE, font l'inspection avec la direction. Ils font le tour de l'usine. Bien évidemment, souvent, ça donne rien parce que les salariés, ça va quand même être difficile de parler d'un problème devant leur directeur. Et puis, c'est la seule chose qui est fait en termes de prévention et les élus disent: «Ah ben non, non, ça c'est les missions de la C2SCT» et on se retrouve dans un espèce de statut où il y a rien qui est fait parce que, tout le monde pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire, alors qu'en fait, il y a toute une autre partie du job qu'il faudrait faire. Mmh. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que j'explique en formation, que c'est important, de s'organiser parce que si on dit: «Oui, il existe telle solution pour pouvoir faire de la prévention, pour pouvoir aussi faire la promotion du CSE» parce que, de toute façon, c'est important également. Mais voilà, si on s'organise pas, on sait que ça existe, mais c'est jamais fait. Donc c'est important de se poser à un moment, peut-être une fois par an, pour se dire: «Bah, voilà, le calendrier, on va faire ça à tel moment, à tel moment, à tel moment». On planifie les 4 visites. Qui va faire partie de ces visites? Bah, tiens, ça sera peut-être toi et toi pour la première, toi et toi pour la deuxième. Quel service va être visité? Pourquoi est-ce qu'on va aller, sur tel site? Qu'est-ce qu'on va essayer de discerner et cetera? Et cette préparation permet que cette visite d'inspection soit vraiment pertinente et utile et surtout se fasse parce que malheureusement, si on planifie pas les choses, ça se fait pas, hein, c'est un petit peu comme tout. Alors tu parles d'organisation, ça me fait une passe parfaite pour mon troisième outil qui est le règlement intérieur du CSE. Alors, bien souvent, il existe parce que, c'est un petit peu, quelque chose qu'on récupère de l'ancien CSE, c'est un peu une transmission, mais c'est quelque chose qui est pas forcément mis à jour ni exploité de la bonne façon.
Mais pendant la formation, c'est vraiment intéressant puisqu'on aide les élus à pouvoir, refaire le point sur ce qu'on doit trouver et certaines questions qui sont importantes aussi, de pouvoir, répondre. Un exemple qui me vient, c'est, par exemple, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une égalité en cas de vote? Qui va trancher? Est-ce que c'est le plus vieux? Est-ce que c'est celui qui est chausse la taille de chaussure la plus grande? Bah, voilà, c'est pas quelque chose qui est cadré dans le code du travail, donc ça peut être intéressant de l'avoir dans le règlement intérieur pour dire: «Bah, voilà, en cas d'égalité, peut-être ça va être, la personne qui a le plus, d'expérience dans le CSE ou c'est la personne la plus jeune, peu importe, mais voilà, faut que ce soit cadré pour éviter qu'il y ait un consensus. Exactement. En fait, il y a plein de choses dans le règlement intérieur qui sont intéressantes à mettre, mais pas parce que c'est obligatoire de le mettre, parce que c'est pratique. Parce qu'on va comprendre comment est-ce qu'on peut faire les choses. Pourquoi on doit faire les choses de telle et telle façon. Parce que peut-être que vous allez être formé, vous avez l'expérience, ça fait 20 ans que vous êtes élu du CSE, vous savez comment ça se passe. Mais dans votre CSE, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un, c'est la première fois qu'il est élu. Et peut-être qu'il est titulaire, peut-être qu'il est suppléant, mais en fait, il ne sait pas trop comment ça se passe. Et bien, si vous écrivez dans le règlement intérieur le fonctionnement du CSE, tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, comment on fait, il arrive, vous donnez le règlement intérieur à vos élus, vous lui dites, tiens, lis ça, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Et ben, derrière, on a un élu qui est certes pas formé, mais qui est au moins au courant de comment, d'un point de vue opérationnel, fonctionne le CSE. Et c'est extrêmement précieux pour qu'ensuite il puisse mettre en place et en action les choses qu'il doit faire. Mmh. D'où l'importance aussi de la formation parce qu'on fait le tour là-dessus. La semaine dernière, hein, j'ai fait une formation où, il n'existait pas le règlement intérieur. Ils étaient un petit peu embêtés, ils savaient pas trop comment faire et cetera. Bah, j'ai dit: «Mais c'est pas grave» et puis on l'a fait ensemble en fait, on l'a pris ensemble, je les ai aidés à pouvoir le rédiger, à pouvoir, aussi le finaliser par la suite avec, certaines choses qu'on peut pas faire en direct. Mais voilà, c'est quelque chose aussi de concret qu'on peut apporter, chez Dice Academy pour l'accompagnement si jamais c'est quelque chose qui bloque un petit peu, il y a pas de souci, hein. Il suffit juste de Exactement. savoir demander aux bonnes personnes de l'aide, hein. Et des fois, on a des surprises en formation, des règlements intérieurs qui sont incroyables. Dans l'entreprise où on a été amené à collaborer, parce que tu m'as remplacé quand j'étais malade, ils ont un règlement intérieur qui est incroyable. En fait, c'est rigolo parce qu'on a fait la formation et à la fin de la formation, j'ai eu le règlement intérieur. Bon, c'était pas l'ordre dans lequel c'était censé se passer, mais c'est souvent comme ça que ça arrive. Et en fait, en lisant le règlement intérieur, j'avais l'impression de m'entendre parler, de dire ça serait bien de le mettre, ça serait bien de le mettre, et il était vraiment hyper détaillé. Donc, c'est des réglementaires comme ça qu'il faut, avec des choses très pratiques pour les élus du CSE. Dernier élément, l'enquête en cas d'accident du travail. Heu, ouais, tout à fait. Effectivement, c'est quelque chose de d'important aussi. Bien souvent, on dit: «Bon, bah, ça, c'est le rôle du QSE, du QHSE» et on parfois, il arrive que dans certains CSE, on n'ose pas, trop se mouiller dans cette partie enquête ou alors juste donner un petit avis rapide, enfin mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Bah, c'est ce que je disais en introduction tout à l'heure. C'est important de savoir éviter, qu'un un accident re-arrive à nouveau. Et pour ça, va falloir comprendre les choses, aller sur place, enquêter, demander, poser des questions. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'il y avait, justement des éléments inhabituels qui ont pu intervenir? Quels étaient les éléments habituels et cetera? Et avec tout ça, de pouvoir planifier des choses pour pouvoir éviter que ça n'arrive à nouveau. Et c'est ce qu'on voit en formation de comment mener l'enquête, comment, par exemple, faire un arbre des causes, outil très important également pour comprendre pourquoi l'accident est arrivé et surtout à quel moment. Est-ce qu'on peut intervenir? Et parfois, il y a plusieurs endroits où on peut faire des choses, mettre de la prévention en place avec, des actions pour éviter que l'accident n'arrive à nouveau. Donc ouais, c'est quelque chose de très pertinent et qui, en formation, on apprend vraiment à le faire de la bonne façon parce qu'il y a enquête et enquête, forcément. Et un élément souvent qui est bloquant, pour les enquêtes du CSE, c'est que parfois les élus n'ont connaissance des accidents que longtemps après, Mmh. 1 fois par trimestre, 1 fois dans l'année, quand on fait le récap. Qu'est-ce que toi tu proposes de mettre en place dans les entreprises pour permettre justement aux élus d'avoir accès à ces informations le plus rapidement possible? Ouais, effectivement, en fait, il y a un flou juridique à ce niveau-là puisque, l'employeur, en plus de l'obligation de déclarer, l'accident, il a l'obligation d'informer les élus du CSE, qu'il y a eu un accident, mais c'est tout. C'est pas précisé tous les combien de temps et justement, peut-être, ça peut être intéressant d'utiliser le règlement intérieur, de le cadrer à l'intérieur et de préciser, qu'est-ce qu'on entend par accident grave aussi et à quel moment l'employeur va-t-il prévenir qu'il y a des accidents de travail? Est-ce que ça va être à chaque réunion ou bien, systématiquement par mail dès que c'est arrivé? Et si on arrive un petit peu à négocier ou à mettre ça en place, forcément ça va permettre à l'enquête d'être plus efficiente.
En fait, pour être un peu plus précis, il y a pas écrit noir sur blanc qu'il a l'obligation d'informer. Il y a écrit noir sur blanc que les élus doivent faire des enquêtes en cas d'accident du travail, ce qui sous-entend qu'ils doivent être informés. Mais toute la méthodologie n'est pas cadrée par le code du travail et la cadrer dans le règlement intérieur, c'est une très, très bonne, une très, très bonne idée, une très, très bonne pratique, à mettre en place. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des situations, particulièrement difficiles à gérer en formation? Ouais, bien souvent, enfin, ça arrive pas souvent, parce que bien souvent, ceux qui sont élus, ils sont là parce que, bah, ils l'ont voulu, c'est quelque chose qui les tiennent à cœur et cetera. En tout cas, certaines missions du CSE, ça c'est sûr et certain. Ça m'est déjà arrivé d'arriver en formation avec, un stagiaire qui est venu, les bras croisés, complètement fermé, qui s'est assis, qui dit: «Moi, je voulais pas être là, je suis là parce que j'ai pas le choix, on m'a obligé», et vraiment, je me suis dit: «Mais comment je vais faire?» parce que, bah, le pauvre homme, il est pas content d'être là, il voulait même pas être élu du CSE, on l'a forcé à se porter candidat pour pouvoir, remplir les listes et cetera, je me suis dit: «Bah, ça va être compliqué», puisque même, autour de table, bah, c'était un non, il a bien voulu participer quand même, mais, il montrait vraiment qu'il était pas content d'être là, que ces 5 jours allaient être très longs et cetera. Et au final, en fait, je l'ai vu s'ouvrir au fur et à mesure de la discussion et de la formation, chaque jour, bah, je voyais son sourire, s'agrandir de jour en jour, bah, à la fin, il est venu me remercier pour la formation parce qu'il avait appris des choses, et justement tout ce qu'il aimait pas faire dans le CSE parce que pour lui, c'était une perte de temps, et que, bah, en plus, il était bientôt à la retraite et cetera. Il avait vraiment pas envie de se prendre la tête avec tout ça. Bah, grâce à la formation, il a compris vraiment les enjeux, l'utilité que ça pouvait avoir, ce que lui pouvait apporter aussi, dans ce comité, et c'était vraiment super intéressant, encourageant. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué à tout jamais. Donc, si vous avez dans votre CSE des personnes qui sont démotivées, on vous envoie Maxime et en 5 jours, apparemment, il fait naître des sourires sur les visages, les plus fermés. 2026-2027, c'est des années un petit peu charnières là dans le CSE. On a pas mal d'élections qui vont commencer à se mettre en place dans les prochaines semaines. Donc on va avoir plein de nouveaux élus. Qu'est-ce que tu, donnerais comme conseil à des élus, du CSE, des idées pour savoir comment bien travailler, comment bien prendre ton rôle d'élu? Voilà. Tu peux en donner, je sais pas 3, 4, 5, comme tu veux. Je sais pas ce que tu avais imaginé sur la question. Alors, bah, déjà, il y a quelque chose qui est possible, c'est un entretien avec, le président en début de mandat pour qu'il nous explique vraiment, bah, les tenants, les aboutissants de notre mission, nos moyens. En fait, c'est une mini petite formation accélérée par le président qui résume un petit peu tout, qui permet de pouvoir avoir, quelques clés en main. Mais surtout derrière, après, il faut faire la formation ou les formations le plus rapidement possible, parce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir, nous permettre, en tant qu'élus, derrière, à pouvoir mettre des choses en place, à pouvoir savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et cetera. Et plus vite on fait la formation, plus vite derrière on est efficace, et on peut, mettre en place des choses, et on connaît des outils qui sont vraiment pertinents, et surtout de se faire connaître. Et quand on fait la promotion du CSE, bah, pas seulement parler des œuvres sociales, tu sais? Bien souvent on est connu en tant qu'élu du CSE: «Ah bah oui, c'est celui qui distribue les chèques cadeaux à la fin de l'année». Bon, malheureusement, si on est résumé à ça, c'est qu'on a un petit peu manqué notre but, même si c'est une des missions importantes, hein, forcément. Mais voilà, de vraiment se présenter et expliquer les différentes missions qui incombent au CSE, et notamment dans la partie conditions de travail, d'améliorer les choses, de pouvoir, remonter les revendications, mais aussi de pouvoir, faire de la prévention pour pouvoir aider les salariés à pouvoir travailler dans de meilleures conditions, et de le faire le plus efficacement possible aussi. Excellent. Donc tu nous as dit l'entretien de début de mandat. D'ailleurs, cet entretien de début de mandat, il sera d'autant plus simple si vous avez bien fait votre règlement intérieur dans le mandat d'avant. Se faire former. Vous cherchez un organisme de formation, il y en a un très bien juste là. Et prêt à parler au CSE, la communication, c'est un outil, sous-estimé, mais si vous faites tout bien, mais que personne voit que vous faites tout bien, c'est comme si vous faisiez rien. Surtout dans le domaine de la prévention. Parce que quand on fait tout bien, il y a pas d'accident, donc c'est invisible que tout est bien fait. On fait jamais tout bien parfaitement et malheureusement plus il y a des travailleurs, plus il y a de potentiel d'avoir des accidents et c'est des situations qui arrivent. Mais l'idée, c'est passer du temps à parler avec vos collègues de ce que vous faites, de leur donner peut-être envie aussi de rejoindre le CSE parce que vous pourrez pas, si vous êtes élu du CSE, faire carrière dans le CSE. Alors légalement, il y a rien qui l'empêche maintenant,
Mais en tout cas, il y a des moments dans votre vie, vous allez avoir des moments de fatigue, vous avez envie d'arrêter, de prendre une pause, de vous reconcentrer sur des activités, de repasser plus en opérationnel et c'est tout à fait OK. Mais si vous formez pas, si vous donnez pas envie aux autres de faire, peut-être qu'à un moment, il y aura plus de CSE dans votre entreprise et ça serait quand même dommage. Ou peut-être encore pire que vous allez être au CSE, mais un peu contraint, faire un burn-out militant, être totalement épuisé ou totalement inexistant. Donc créez des vocations et faites tourner un petit peu les équipes du CSE. Qu'est-ce que tout le monde peut être capable de faire en tant que CSE pour pouvoir, faire, bouger les choses dans son entreprise? Heu, on a parlé un petit peu des visites d'inspection, Ouais. qui peuvent permettre de faire de la prévention et en fait, tout le monde peut faire partie de ces visites parce qu'en fait, c'est le regard neutre et peut-être, différent qui va permettre de pouvoir repérer des choses. Parfois on est, même on repère des risques dans le bureau, d'un élu du CSE ou dans le poste de travail d'un élu du CSE qui est là depuis 20 ans, Mmh. mais qui a pas remarqué ça parce que, bah, voilà, il a la tête dedans. Mais n'importe qui dans le CSE, un autre collègue, un autre élu va pouvoir repérer quelque chose et ça, c'est quelque chose qui est intéressant justement de se dire, bah, on est tous différents et on a tous, bah, un vécu, une expérience différente qui fait qu'on apporte quelque chose et parfois, ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'il y a pas d'idée bête. Quand on fait un brainstorming, qu'on fait, émerger des idées, mais en fait, il y a pas de mauvaise idée parce que peut-être qu'une idée, que quelqu'un va trouver un petit peu stupide, bah, en fait, va pouvoir aider quelqu'un d'autre à se dire: «Mais en fait, c'est vrai que ça, c'est peut-être pas possible, mais par contre, il y a ça qu'on n'avait pas pensé» et une idée un petit peu différente va pouvoir peut-être permettre de trouver une solution complètement efficace et plus on est, différent, peut-être de services différents, d'ateliers ou de milieux différents, plus forcément, bah, ces idées vont être pertinentes et différentes. Il y en aura forcément une dans le lot qui va pouvoir être utile pour la société. Et parfois, il y a une question de chronologie aussi. C'est-à-dire que, si on arrive, que le poste de travail est déjà conçu, installé et qui tourne, rajouter des capteurs, des choses comme ça devient très vite très compliqué à mettre en place. Mais si on y pense dès la conception du poste, bah, au final, on se retrouve avec juste un capteur qui parfois coûte 2 3 € à rajouter, sur une ligne ou sur une machine et c'est indispensable de penser à ça avant. Pas une fois que l'entreprise tourne. Vous allez mettre en place une nouvelle ligne de production, bah, pensez à ces questions, pensez à associer votre CSE avant que la ligne de production elle tourne. Pas parce que le CSE, c'est tout mieux que tout le monde, mais parce que dans le CSE, on a un collectif avec des expériences différentes qui vont permettre d'avoir une vision un petit peu différente que les personnes qui ont une compétence peut-être en conception très poussée, mais pas forcément dans l'utilisation de ces outils. Parfois, dans un CSE, on a parlé du dialogue social, du délit d'entrave. Comment est-ce qu'on peut faire pour, désamorcer un petit peu des situations, qui n'ont peut-être pas autant d'enjeux que ce qu'on imagine? Ouais, justement, ça va être, l'échange, de pouvoir, discuter, d'essayer de comprendre pourquoi l'autre partie voit les choses ainsi. En fait, en se mettant à la place de l'autre et ça c'est, bah, en fait, c'est notre côté, humain qui va ressortir. De pas se dire: «Bah, voilà, moi j'ai mes pensées, mes idées, et je veux absolument qu'elles se mettent en place» et à un moment de se mettre en pause, réfléchir: «Mais pourquoi l'autre personne pense ainsi? Qu'est-ce qui est derrière, en fait?» et c'est-à-dire un petit peu creuser un petit peu sur l'idée ou sur la question pour comprendre l'envers du décor et ainsi se mettre à la place et si tout le monde fait ça, bah, forcément derrière les choses vont se délier parce qu'on arrive à se mettre à la place des autres et on arrive à comprendre la vraie problématique et parfois, en fait, c'est une autre problématique qui est cachée derrière cette problématique et c'est super intéressant de pouvoir échanger et pas seulement, se concentrer, sur le problème, sur la question et d'essayer de pouvoir, revenir le plus en arrière possible. Il y a la méthode des 7, pourquoi, hein, qui peut être aussi utile pour ça et ça permet vraiment de délier parfois des trucs tout bêtes et de pouvoir permettre à avancer. C'est une très, très bonne idée et parfois, il y a aussi des questions de stratégie à mettre en place. Est-ce que ce sujet est un enjeu prioritaire pour les salariés, pour le CSE, à l'instant T? Trop souvent, on se bat sur tous les sujets alors qu'il y a une priorisation à mettre en place. Il y a des sujets qui ne sont pas prioritaires, pas forcément parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce qu'il y en a d'autres qui le sont plus en ce moment.
et peut-être qu'il faut savoir lâcher du lest sur certains sujets pour permettre à la direction de lâcher du lest sur d'autres sujets. En fait, c'est toute la science du compromis. Quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire en France, mais on devrait être capable de, si mon objectif c'est 10 et l'objectif de la direction c'est 20, à un moment ou à un autre de se trouver au milieu à 15 et dire: «OK, bah, si on est à 15, c'est raisonnable». Donc trouver la marge de manœuvre honnête entre ce qui est acceptable, tolérable pour vous et ce qui est acceptable, tolérable pour la direction, et on va essayer de travailler dans cette zone-là, et très souvent, bah, on a la direction qu'on mérite, on a les élus qu'on mérite, c'est-à-dire que plus on va faire d'efforts à s'entendre, à se comprendre, et plus derrière, on va aussi faire des efforts pour être entendu et compris. Donc travaillez sur ça, choisissez peut-être, et je dis une bêtise, 10 priorités dans l'année, 10 sujets que vous voulez traiter, encore ça fait déjà peut-être beaucoup, et concentrez-vous sur ces 10 sujets. L'année d'après, sur les 10 sujets, vous regardez combien vous en avez traité. S'il y en a 5 qui sont passés, eh ben, vous en rajoutez 5 autres. Si vous en avez fait 3, bah, vous en rajoutez peut-être 3 ou peut-être pas du tout parce que la liste, elle est encore, conséquente, et à la fin de votre mandat, bah, vous pourrez faire la liste de tout ce que vous allez faire, et c'est important de célébrer ces victoires parce que trop souvent, on ne se rend pas compte de tout l'impact qu'on a eu, de tout ce qu'on a fait, parce qu'en fait, chaque urgence est remplacée par une autre urgence, et au moment où elle est gérée, tout le monde oublie que ça a été fait. Pourtant, on a quand même été très heureux que vous gériez ces problèmes-là. Hem, est-ce qu'il y a des choses, tu penses, que les élus ont besoin de d'apprendre? Alors ça peut être une compétence, pratique ou une compétence en savoir, vivre, aujourd'hui, pour les aider à s'épanouir dans leur mandat d'élu? Ouais, bien sûr. Alors un élu, il doit pas tout savoir. Ça, c'est quelque chose d'important aussi à avoir conscience. On c'est pas parce qu'on est élu du CSE qu'on doit forcément tout savoir, connaître le code du travail par cœur, de pouvoir avoir les réponses à tout, d'avoir les meilleures idées. En fait, le rôle de l'élu, ça va être justement d'aller creuser, d'aller se documenter, d'aller rechercher, d'aller piocher, et c'est pour ça qu'on a des ordres de délégation, justement pour pouvoir, assumer notre mission. Et donc ce qui peut vraiment aider un élu, c'est de pouvoir, bah, poser les bonnes questions aux bons interlocuteurs, au bon moment, de la bonne façon. Et bah, c'est tout un travail, hein, de savoir faire ça parce qu'il faut savoir quand, comment, pourquoi, où, et donc forcément, c'est quelque chose aussi qu'il faut se préparer, et c'est quelque chose d'important pour les élus de pouvoir vraiment, bah, se poser entre eux à un moment donné pour pouvoir, préparer avant d'attaquer, un champ de bataille, quelque chose d'important pour l'entreprise. Se dire: «Bah, voilà, on se parle, ensemble, on se pose et puis on discute sur telle ou telle thématique, et ensuite on réfléchit aux questions qu'on va pouvoir poser, à ce qu'on va essayer de chercher et ce qu'on va essayer de pouvoir faire pour pouvoir, ensuite trouver la solution. Parce que Mmh. la solution, elle viendra pas directement. Je pense que tu as raison, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais la préparation, lire, les documents qu'on nous envoie, prendre des notes critiques, pas que pour dire: «Ça va pas», mais pour questionner. Pourquoi ça va? Pourquoi ça va pas? Je me rappelle, il y a quelques semaines, j'avais Alexandre, tu sais, qui nous avait formés sur la avec Govance pour la partie, économique, et Bien il sûr, oui. disait souvent: «Les élus, quand les chiffres sont bons, ils se posent pas les questions de comprendre pourquoi c'est bon, comment est-ce qu'on aurait pu faire mieux?» Parce que derrière, l'enjeu, c'est: on aura une prime d'intéressement, génial, on est content. Mais en fait, comprendre pourquoi ça a fonctionné, bah, ça va permettre de réitérer l'exercice les années suivantes, et donc si ça fonctionne plusieurs fois, bah, c'est qu'on a une bonne méthode, et le jour où on va sortir de cette méthode, bah, ça sera aussi peut-être le rôle des élus du CSE de dire: «Attention, ça fait plusieurs années, tout va bien, on avait remarqué qu'une des raisons, c'était ça, on abandonne cette stratégie. Qu'est-ce qui nous permet de dire que cette nouvelle stratégie va être plus efficace, ou en tout cas va être bénéfique pour l'entreprise?» Et cet état d'esprit critique, pas dans le but de nuire, hein, mais dans le but de faire mieux, je pense que c'est, un levier extraordinaire pour les CSE et pour les entreprises. Bah, on approche de la fin de notre podcast déjà. Est-ce que, Maxime, tu aurais, des ressources, des outils, quelque chose à conseiller, à nos auditeurs, s'ils ont envie d'en savoir plus sur le CSE, sur la prévention des risques, ou sur un sujet en tout cas que tu trouves important pour les élus du CSE? Mmh mh. Il y a un sujet très important et qui est souvent, banalisé, c'est le document unique. Souvent il est fait parce que c'est obligatoire,
et parfois même on vient juste changer la date une fois par an pour dire: «Bah, voilà, c'est bon, je suis dans les clous». Mais c'est complètement dommage parce que c'est un outil hyper pertinent, qui est complet, qui analyse, bah, chaque situation. Il y a eu un groupe de travail qui a été censé être réalisé pour pouvoir, bah, prendre tous les risques en compte. On a la notion de prévention existante qui est là aussi et le plan d'action qui est aussi, là et en fait, si c'est bien fait, si le CSE s'est impliqué dedans et qu'on a vraiment impliqué aussi les salariés sur le terrain, bah, c'est un document, hyper pertinent qui nous permet de mettre en place des choses en termes de prévention et donc voilà, il y a 2 façons de voir le document unique. Soit on le voit comme quelque chose de relou à mettre en place parce que c'est obligatoire ou deuxième solution, on se dit: «Bah, en fait, c'est un super outil. Si on le fait bien de la bonne façon, bah, en fait, il va pouvoir nous aider aussi, ça va mâcher notre travail derrière sur tout ce qu'on a à faire». Enfin, en tout cas, dans le domaine de la prévention. Bah, dans le domaine de la prévention, qui se retrouve être un domaine, du travail de tout le monde, puisque travailler sans se blesser, c'est bien faire son travail et tout le monde doit bien faire son travail. Le document unique, c'est aussi un super outil pour savoir ensuite les fiches de poste, ce qu'on est censé faire. Alors je dis pas que c'est la même chose, mais c'est des documents qui se nourrissent les uns les autres et on accueille, un nouveau à un poste. Bah, tiens, qu'est-ce que je vais lui dire? Ça va être quoi son boulot? Bah, si on a une fiche de poste, un document unique, ça nous permet de savoir ce qu'il est censé faire et en termes de risque, à quel risque il va être exposé pour faire ce qu'il est censé faire et si notre document unique est bien fait, quelles sont les mesures de prévention que l'entreprise a déjà mis en place pour pouvoir travailler en sécurité à ce poste-là? Et potentiellement, quelles sont les futures mesures qu'on va mettre en place parce que c'est notre plan d'action, c'est dans l'année et ça peut être aussi un échange très intéressant avec le nouveau. Bah tiens, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation dans tes précédentes expériences? Comment vous avez géré ça? Est-ce que tu as des suggestions? Et on peut très rapidement, bah, profiter de cette expérience neutre et neuve pour, augmenter les conditions, enfin la sécurité, les conditions de travail dans notre entreprise. Donc, merci pour le partage sur le document unique. Heu, Ça demande une réflexion aussi parce que et une remise en question parce que bien souvent aussi les solutions les plus rapides sont pas les plus efficaces et on peut aussi utiliser les 9 PGP pour vraiment bien réaliser notre document unique. Le tout, c'est pas de se dire: «Bah, voilà, il y a tel risque, on met quoi en face? Hop, ça y est, on a fini». L'idée, c'est que la solution qu'on mette à côté, ça soit la plus pertinente et donc bien souvent, on pense, risque, on pense EPI, alors que ça arrive à la fin des 9 PGP. Comment est-ce qu'on peut supprimer le risque? Et là, en fait, c'est une vraie réflexion qui est vraiment profonde et qui demande réflexion, remise en question et du temps aussi pour pouvoir analyser tout ça. pour ceux qui sont pas familiers avec l'expression PGP, qu'est-ce que c'est, Maxime? Alors, c'est les 9 principes généraux de prévention qu'on retrouve notamment dans le code du travail, R4121-2 pour ceux qui veulent faire un peu, la recherche Je crois que et c'est L. L4121-2, ouais, tout à fait. Et donc si on résume un petit peu ces principes, c'est de se dire: «Bah, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour supprimer un risque plutôt que de s'en prémunir si c'est possible?» Parce que c'est vrai que mettre des EPI, c'est super, mais s'il y a un enfant de 2 ans qui a un couteau, on va pas lui dire: «Bah, tiens, prends un couteau, prends des gants pour pouvoir, éviter de te couper». On va lui retirer ce couteau. Bah, en fait, c'est un petit peu ça dans la prévention, de se dire: «Bah, forcément, il y a des idées rapides qui viennent en tête, mais est-ce que c'est les plus pertinentes? Pas forcément, malheureusement». Excellent. D'autres ressources sur le document unique sur le site de l'INRS, si vous avez jamais été, je vous encourage à y aller. Je crois qu'il y a la brochure, alors je suis pas sûr, je crois que c'est ED 840, sur, la liste de tous les risques, et qui permet de construire une démarche de prévention des risques. Il y a aussi d'autres ressources très intéressantes, on n'en a pas parlé, mais on aurait pu parler des risques psychosociaux, qui sont une des familles des risques à mettre dans le document unique. Il y a plein de ressources spécifiques pour faire son analyse des risques psychosociaux sur le site, de l'INRS. Et on a un autre outil qui est plutôt orienté pour les entreprises de moins de 50, qui a été cofinancé par l'Union européenne, qui s'appelle OIRA, je crois, OIRA. Et ça permet de construire des documents uniques en ligne, c'est gratuit. Vous avez plein de questions, plein de familles de métiers. Franchement, si vous n'avez pas de document unique et que vous avez envie de faire un premier jet sur ça, allez-y, c'est des super ressources. Et il faut utiliser les ressources à disposition. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez aussi nous appeler et on saura, mettre en place des documents uniques avec vous. On viendra dans votre entreprise, on discutera avec vos collègues pour pouvoir, analyser tous ces risques. Eh ben, merci beaucoup Maxime pour tout ce partage. Où est-ce qu'on peut te retrouver Maxime? Sur LinkedIn?
Alors sur LinkedIn, ouais, tout à fait, et puis en formation, si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à contacter Dice Academy. Également, on sera très heureux de pouvoir vous apprendre plus en détail tout, tout ce que cela implique, hein, que d'être élu, de pouvoir, avoir les clés, les outils, pour pouvoir réussir à bien sa mission. Eh bien, merci beaucoup, Maxime pour cet épisode. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, jusque la fin de ce podcast. C'est toujours un plaisir d'échanger avec, nos différents invités pour parler du CSE. Vous pouvez retrouver, Dice Academy sur les différentes plateformes. Vous me retrouvez sur LinkedIn, sur ma page personnelle Leximaes, mais aussi sur la page, Dice Academy. Dice Academy sur Facebook, Dice Academy FR sur YouTube et enfin le SAV des CSE, on se retrouve sur Instagram, Thread, TikTok et même Discord. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas encore un client de Dice Academy, il y a un espace public sur lequel tout le monde peut partager, poser des questions. Alors c'est pas du service 24/24, 7 jours sur 7, par contre, on essaie de répondre le plus vite possible aux questions qu'on a et bah, de vous aider. S'il y a des questions confidentielles, je vous encourage plutôt à m'envoyer un message en privé et on se prendra un petit rendez-vous téléphonique, d'une quinzaine de minutes pour essayer de voir ce qu'on peut mettre en place dans vos entreprises. Merci à tous, on vous souhaite une excellente journée, on se dit à très bientôt et ciao ciao!